Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573, au Congo, Canal 9 et en France sur Free, Canal 426 et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. C'est la plus grande institution financière du continent, la Banque africaine de développement. Pour ses 61e assemblée annuelle, c'est à Brazzaville, en République du Congo, qu'elle s'est donné rendez-vous pour la toute première fois dans son histoire avec pas moins de 4000 participants. C'était du 25 au 29 mai 2026. Un défi immense pour le Congo, mais que le pays a relevé avec brio, à la grande satisfaction de l'institution financière. Alors, que retenir de cette grand-messe continentale et internationale? Quelle résolution, quel paradigme nouveau et surtout, quelle perspective pour l'avenir? Trois invités avec moi pour en parler. Mawa Kourouma. Vous êtes spécialiste en accompagnement des petites et moyennes entreprises et des organisations au patronat. Ça tombe bien, puisque tous les spécialistes nous disent que l'avenir de l'économie africaine dépend des petites et moyennes entreprises. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Vous êtes expert comptable. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette grande institution continentale qu'est la Banque africaine de développement. Merci. Emmanuel Okamba, vous êtes maître de conférences HDR des universités HDR, habilitation à diriger les recherches spécialistes en finance. Vous enseignez l'économie à l'université Gustave Eiffel, Paris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pour parler de ce grand défi que votre pays, le Congo, vient de relever, et ensuite de la Banque africaine de développement. Merci Richard. Et le grand habitué de mon émission est avec nous, David Asiba Johnson. Vous êtes professeur des universités, économiste. Les problématiques économiques, financières, monétaires et même celles liées aux architectures de financement vous sont familières. On va en parler dans cette émission et c'est à juste titre que je vous ai invité, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. La fierté et la satisfaction d'avoir abrité les 61e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement était totale au Congo, et ce d'autant plus que l'exploit comporte des bénéfices immédiats, des bénéfices à moyen terme et des bénéfices à long terme. On écoute à ce propos Ludovic Ngatse, il est le ministre congolais de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective. Les bénéfices immédiats, c'est cet honneur qui est fait à notre pays d'accueillir une si grande réunion internationale. Personne ne nous donnait vraiment un tel crédit. Et même de nombreux gouverneurs qui sont en fait les ministres des Finances, ministres de l'économie et du plan, m'ont partagé cet avis-là lors des réunions proprement dites en disant on venait ici, on se disait ok, on va y aller, mais on ne croyait pas que c'était comme ça. Donc c'est d'abord le premier bénéfice, c'est cet honneur-là. C'est vraiment le succès du Congo, le succès diplomatique. Mais au-delà de ça, il y a ces 3-4 000 personnes qui sont venues, qui ont consommé au Congo, qui ont occupé nos hôtels, qui ont découvert le Congo et qui reviendront demain parce qu'ils savent que c'est un pays formidable où il y a des infrastructures dignes de ce nom. Je le disais avant les assemblées annuelles, personne ne me croyait. Mais tout le monde a découvert on est parmi les pays de l'Afrique noire qui ont des très jolis hôtels, qui ont un centre de conférences incroyable, qui ont un beau climat, qui ont un peuple accueillant. On a un aéroport parmi les plus beaux de l'Afrique. Voilà, on a une culture, on a tout ça. Les gens ont découvert ça. Vous n'avez pas été dans tous les événements, mais on a organisé des soirées qui ont épaté plus d'un participant. Donc, les bénéfices immédiats sont ceux liés à l'économie immédiatement, mais aussi au succès de notre pays. Mais à moyen long terme, c'est les financements que nous attendons. Nous avons été en contact avec beaucoup de banques de développement, notamment les banques des pays du Moyen-Orient, derrière la BADEA, mais aussi les Américains, les Français. Les gens ont vu un intérêt particulier à demain venir travailler au Congo. Le peuple congolais est un peuple accueillant, dit Ludovic Ngatse, le ministre de l'économie du Congo. Et il a raison de le rappeler. Emmanuel Okamba, on vient de le voir, votre pays, pour la toute première fois, comme je l'ai dit, a relevé un défi immense en termes d'infrastructure. Rien à dire. Comment avez-vous vécu ce grand événement que vient d'abriter votre pays? Merci Richard. Il faut
féliciter les autorités congolaises pour les efforts qu'elles réalisent depuis un certain nombre de temps en matière d'infrastructure, et puis en matière aussi de mobilisation de la population pour qu'elle soit de plus en plus hospitalière. Et nous sommes dans le cadre d'une intégration régionale, et cette intégration ne peut se réaliser que dans cette unité, dans cette bienveillance que nous devons avoir, nous, entre nous les Africains, nous et nos partenaires. Donc Brazzaville fait beaucoup d'efforts pour sa capacité hôtelière, pour ses infrastructures, mais aussi pour les amphithéâtres qui sont développés pour que Brazzaville devienne un véritable hub en matière donc de rencontres internationales concernant le développement de l'Afrique. Et parlant d'infrastructure, effectivement, et comment ne pas faire un clin d'œil à Jean-Jacques Bouya, le vice-premier ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire, lui qui, depuis plusieurs années, construit pierre après pierre et inlassablement les infrastructures dans votre pays. Le Congo, Madame Kourouma, effectivement, vous êtes ivoirienne. Nous disions à l'occasion d'une discussion informelle avant cette émission comment votre pays aussi a connu un boom infrastructurel ces dernières années. Et là, on découvre aussi en Afrique centrale un pays qui relève le défi, celui de se doter d'infrastructures de qualité, susceptibles d'accueillir autant de monde comme on l'a vu le 29 mai dernier. Oui, c'est très important que nos pays se montrent capables de se hisser au niveau des pays dits développés pour recevoir... Bon, on n'en est pas encore totalement là. Oui, mais on a quand même la capacité africaine déjà d'accueillir. Donc, on s'est doté d'infrastructures qui nous permettent d'accueillir dans des conditions normées, internationalement normées, qui nous permettent comme je disais, de jouer dans la cour... C'est vrai. Des grands. Avec notamment l'implantation dans votre pays de grandes chaînes hôtelières comme... Oui. On ne va pas faire la publicité dans l'émission, mais c'était fait. Professeur David Asiba Johnson, on a entendu le ministre de l'économie du Congo, Ludovic Ngasse, qui se satisfait et qui dit la fierté de son pays d'avoir organisé pour la toute première fois dans son histoire une grande-messe continentale et internationale avec des infrastructures aux normes, aux standards internationaux. Oui. Effectivement, il ne s'agit pas de prendre le contre-pied. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des éléments objectifs. Je serais beaucoup plus heureux si ces infrastructures étaient réalisées par des Africains eux-mêmes, construites, bâties par des Africains. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup plus d'ingénieurs qui avaient participé, formé pour réaliser ces infrastructures, au même titre que les Chinois arrivent à le faire, donc il nous appartient également de pouvoir le faire. Non, on n'est pas venu ici pour critiquer, mais il est assez important de mettre en saillie que le potentiel du continent africain passe par la valorisation de son capital humain. Et ce capital humain, à mon sens, on ne l'utilise pas à bon escient, on ne le développe pas, et c'est quelque chose qui est tout à fait important de souligner. D'accord. Alors, si les infrastructures sont réalisées par d'autres nations ou par d'autres institutions, c'est une création de dettes qui seront pendantes pendant des années qu'il faudra pouvoir résoudre. Donc vous voyez très bien qu'une capacité de produire soi-même ces infrastructures est quand même un avantage comparatif et compétitif. Même si c'était des ingénieurs nationaux, il faut dépenser, il faut les payer. Je vous entends très mal. Professeur, même si c'était des ingénieurs nationaux, il faut les payer. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, du Japon, oui, qui a une dette énorme, mais vis-à-vis des Japonais,
ce sont des ingénieurs japonais, effectivement, qui réalisent les infrastructures au Japon. Non, mais- C'est vrai, mais ça n'empêche que le détail dépense et reste immuable, non? Non, mais attendez, il ne faut pas confondre des infrastructures qui ont été une dette d'une nation par rapport à elle-même et une dette extérieure. Oui. Attention, il faut pas, ça ne Mais vaut pas la même oui, chose. c'est Il y a pas une ce qu'on nuance fait, bien sûr. qui est assez importante. Si vous vous endettez, par exemple, dans une monnaie locale, le coût n'est pas la même chose que si vous vous endettez dans une monnaie extérieure. Donc, la singularité du Japon, c'est que c'est une dette Interne. déjà interne, Bien sûr. qui n'a rien à voir Oui, avec les autres. oui. Mais Alors, toujours dit qu'il y a dette. mais la notion de dette est liée au cycle de l'investissement. D'ailleurs, hein, on va être technique là, hein, certainement. Et c'est-à-dire que c'est des investissements, par exemple, dont la construction, le délai de réalisation va demander, par exemple, 20 ans, n'est-ce pas, ou 10 ans, n'est-ce pas, avec des niveaux d'évaluation très élevés, ne saurait être amorti au cours d'un seul exercice budgétaire. C'est vrai. Il faudrait pouvoir être à même d'étaler cette dette, ce montant d'investissement spatio-temporellement pour qu'elle ne pèse pas en termes de finances ceux qui contribuent à travers l'impôt. Il y a un élément très important dans ce que vous dites, professeur. C'est très, très important. C'est comment se fait-il, et la question a sa pertinence totale, que 60 ans après nos indépendances, les grands édifices de chez nous, les grandes infrastructures, les ponts chez vous, Madame Kourouma, en Côte d'Ivoire, les grands centres de conférences dans nos pays sont encore construits par des ingénieurs étrangers. Et pourquoi pas des ingénieurs africains? C'est la question fondamentale que soulève le professeur. Il faut l'entendre, ça. Oui, Monsieur Richard, c'est que, vous savez, en matière de développement, il y a une trajectoire. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous hisser au sommet de la trajectoire. Il faut bien commencer par quelque chose. Oui. Et c'est vrai qu'après les indépendances, nos pays ont vécu un peu sur ce que le colon a laissé. C'est vrai. Jusqu'aux années 70. Oui. Jusqu'aux crises pétrolières, au choc pétrolier donc des années 70. C'est à partir de ce moment-là que chacun a essayé de comprendre ce qui se passe réellement et que les pays africains ont commencé à penser leur propre trajectoire, qui n'était pas encore définie jusqu'ici. Oui. Et dans cette trajectoire, le problème, c'est que les infrastructures ne sont pas sur place. Oui. Alors, on a deux choix. Soit on prend le temps de former les ingénieurs et on attend dans 40 et 50 ans pour qu'ils viennent réaliser après. Pourquoi pour former un ingénieur, il faut pas... Ça prend du temps. Entre le moment où il rentre Ça, on est d'accord. de la maternelle jusqu'à l'école Ah oui, c'est comme d'ingénieur, ça, ça d'accord. prend du temps. Oui, ça oui. Ça, Ah, on est, ça on prend est- du temps. On est Bon. d'accord. Ou alors on dit, ben voilà, on ne va pas refaire la roue. Oui. Eh bien, on va s'appuyer sur ce qui existe. Oui. Alors on emprunte. On emprunte aussi le savoir. On demande le transfert de technologie. Oui. Et dans ce transfert de technologie, il y a donc un effet d'apprentissage local. Le seul problème, c'est que, comme le dit le professeur, c'est que très souvent, ces investissements sont faits, mais il n'y a pas de transfert de technologie. Or, ce transfert devrait être inclus dans le cahier de charges. Comme les Chinois l'ont fait, comme le font les Japonais. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Donc vous êtes en train de nous expliquer, M. Okamba, que quand on prend l'exemple de votre pays, qui ces dernières décennies a connu un boom infrastructurel, il faut le dire, avec le ministre des Grands Travaux, aujourd'hui vice-premier ministre, où vous avez construit des infrastructures dans tous les départements de votre pays, même si des efforts restent encore à faire, il est évident que votre pays est doté d'infrastructures. Vous auriez souhaité quoi? Que les entreprises, les multinationales et internationales auxquelles vous aviez fait face laisse du savoir, ou du moins transfère le savoir aux Congolais pour prendre le relais. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer? C'est absolument ça. C'est-à-dire que le cas du Congo, avec les municipalisations accélérées, avec la politique d'aménagement du territoire, qui a été conduite, c'est vrai, par le ministre d'État Bouyard,
et aujourd'hui donc vice-premier ministre, qui était donc la cheville ouvrière de ce développement. Sous l'impulsion du président de la République. Absolument. Il faut aussi le préciser. Oui, c'est très important. Absolument. Alors, donc, ce travail a été fait, mais ce qui manque, c'est justement ce transfert de technologie. C'est-à-dire que les Chinois sont venus implanter les infrastructures, ils sont repartis. Mais quand ça tombe en panne, et c'est là le problème. Mais donc, il faut les refaire revenir. Il faut aussi avoir l'honnêteté. Oui, professeur. Oui, allez-y, vous voulez répondre rapidement avant que je... Non, mais je voulais dire, il faut qu'il y ait une politique volontariste qui détermine le cadre de la collaboration avec les partenaires qui devront réaliser des investissements. On va parler dans cette émission, professeur. On reviendra effectivement sur... Je voulais répondre tout simplement à la remarque que mon collègue avait faite, selon laquelle ça demanderait beaucoup de temps. Mais je dis que si une trajectoire, à tout le moins, est définie, la temporalité qui semble être un problème pour vous, on peut en faire une économie. Et je le démontre. Merci, professeur. On va parler au cours de cette émission. Et là où ce qui est intéressant avec vous, Madame Kourouma, vous qui êtes dans l'accompagnement des PME, il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que même quand les multinationales viennent chez nous, elles travaillent avec nos PME. Nos petites et moyennes entreprises, ils font de la sous-traitance. En général, je veux dire, les Turcs qui ont construit, bon, je ne vais pas dire les infrastructures de quel pays, les Turcs qui construisent chez nous ne viennent pas avec tous les manœuvres toute la force ouvrière de la Turquie. Les Chinois ne viennent pas forcément avec tous les Chinois. Il y a de la sous-traitance. En tout cas, il y a du travail qu'ils apportent. Au PME, local, non? Nous essayons en tout cas de nous insérer dans cette économie et pas simplement au niveau manœuvre. Certes, on veut monter en compétences, mais nous souhaitons aussi que soit formalisé le transfert de compétences, puisque les PME, c'est vrai que nous sommes jeunes, nos PME sont jeunes, mais elles ont une compétence. Absolument. Et il ne faut pas minimiser l'innovation qu'il est possible d'obtenir de nos PME qui sont... Ça ne dépend pas de la taille. Ils sont petits, mais agiles, ils ont des idées. Et puis avec les nouvelles technologies, ça peut aller très vite. Mais il faut que, au haut niveau, on nous laisse la place. On nous autorise à nous insérer durablement et concrètement dans ce tissu-là. Donc, quand je prends l'exemple d'un pont qui doit être construit, quand les Chinois viennent construire un pont en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens, les ingénieurs ivoiriens, pas simplement les manœuvres qui vont venir nettoyer le chantier, mais il faut que les ingénieurs ivoiriens soient impliqués, les techniciens soient impliqués. Il faut que tout l'écosystème qu'il y a autour de ces chantiers-là, il y a plusieurs métiers, le nettoyage, le catering, la logistique, tous ces métiers-là doivent revenir à des locaux. Et c'est là où vous nous plongez dans la complexité de la problématique. Vous comprenez que celui qui donne l'argent vient avec ses ingénieurs. Oui, c'est une négociation que nous sommes obligés d'engager, puisqu'on ne peut pas rester sur le côté. Nous sommes dans nos pays et nous sommes obligés de nous jeter dans cette bataille. Nous n'avons pas le choix. Mais vous savez, le problème qu'elle soulevait... Vous avez posé la question que j'ai posée à madame. Celui qui finance, apporte et impose sa multinationale. Non, mais monsieur Togbe-Rija, souffrez peut-être d'écouter. Ah ben, c'est ce que je fais. Ce que la dame vient de mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle le local content, c'est-à-dire le contenu local de pouvoir utiliser des ressources endogènes. Bien sûr. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour dire, OK, je fais du local content. Ce qui suppose a priori que ça s'inscrit dans une dynamique définie par une politique industrielle qui va tenir compte justement si on a une volonté de former des champions nationaux. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui est assez profond. Si vous dites non, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement que les investissements soient réalisés et que je sois à temps, vous ne résolvez pas les problèmes, en fait, du local content. Le local content n'est pas une génération spontanée. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il est nécessaire que la hiérarchie, sur le plan vertical,
prenne attache avec les acteurs en place afin que le local content soit une réalité et non une vue de l'esprit. Vous soulevez le problème de dire c'est celui qui finance. Non, sois un peu concret, précisons le propos, comme ça tout le monde comprend. Comment on va s'imaginer votre schéma à vous? C'est-à-dire que le Congo veut construire le Centre international de conférence de Kintele. Oui. Le marché attribué à une multinationale turque. Oui. À partir de là, déroulez-nous votre schéma. Bah alors d'abord, avant de me dire qu'il veut construire un centre, je vais essayer de savoir, il y a un critère d'évaluation pour dire est-ce que c'est pertinent ou non pertinent. Ah mais non mais attendez, non mais on en a besoin. Mais si vous bloquez le jeu, naturellement, je vais... Allez-y. Je prends votre hypothèse que vous avez. Non. Alors, je la retiens. Et alors, je vais appliquer comment les autres nations ont pratiqué. D'accord. Donc, c'est le cas qui va prendre. Je vais prendre le cas de la Chine. La Chine dit, effectivement, c'est pas grave. Vous avez une technologie que vous désiriez me vendre. Cette technologie que vous désiriez me vendre, je voudrais être à même de pouvoir la reproduire. D'accord? Donc, si un centre comme celui dont vous étiez en train de parler. Oui, j'aurais pu parler de celle non, mais un celui exemple, de Libreville. Non, mais je pense un centre. Ou d'Abidjan. Mais ça s'applique aux avions, partout. ça s'applique, sûr, etc. Voilà. Déroulez-nous votre schéma. D'accord. On peut le dérouler, le schéma. Donc, je dis, il y a des corps de métiers tout à fait différents qui vont intervenir dans la mise en œuvre, la réalisation. Bien sûr, oui. C'est l'architecture des systèmes complexes. C'est mon métier. Il y a des corps de métiers tout à fait différents. C'est ce que madame fait. Oui. À partir de ces corps de métiers tout à fait différents, je voudrais pouvoir reconstruire une infrastructure ou un investissement de ce type-là. Oui. Donc, je négocie dans le cahier de charges le déploiement, n'est-ce pas, d'une acquisition de transfert de technologie, c'est-à-dire que je peux dire que à un poste comme les Asiatiques l'ont fait, si j'ai un électricien chinois qui est là, un ingénieur électricien qui est là, il y aura 10 collaborateurs congolais ou sénégalais qui seront en train de faire ce qu'on appelle learning by doing. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, la question que vous soulevez, effectivement, si on n'a pas travaillé dans l'usine, moi j'ai l'expérience de l'usine, j'ai l'expérience de l'industrie, nous savons organiser justement les transferts de compétences à l'intérieur des institutions ou des usines de telle façon que les acteurs maîtrisent la connaissance. C'est réalisable. Mais faudrait-il encore le définir sur le plan stratégique et en termes de vision? C'est ce dont on souffre. En comptant sur l'altruisme et la bienveillance de celui qui a la technologie. Parce que lui, pour acquérir la technologie, il a dépensé énormément pour acquérir la technologie, pour former ses ingénieurs. On ne transfère pas comme ça et de façon gratuite et la technologie. Mais on comprend le point de vue du professeur. Un élément... Juste un élément. Et c'est lié... Les problèmes ne se posent pas de la même façon par rapport aux technologies. Ça aussi, il faut en tenir compte. D'accord. La construction des infrastructures, des routières, la technologie est triviale. Ça fait plus de 400 ans, 500 ans. On sait comment ça marche. Ça n'a pas ce qu'il y a. C'est le calcul des structures. Le calcul des structures, c'est la résistance des matériaux. Ça n'a pas changé. Ce sont les règles, la théorie de l'élasticité de Cauchy, les tenseurs de Cauchy, etc. Ça n'a pas changé depuis le 18e, 19e siècle. Il faut déterminer les forces internes, les forces extérieures, les effets de cisaillement. On la maîtrise, la technologie. Mais non, les problèmes ne sont pas identiques. Donc si vous prenez un problème pour lequel la technologie est triviale, banalisée, elle ne s'oppose pas de la même manière pour une technologie émergente. Complexe, absolument. On est totalement d'accord. Et professeur, le problème, c'est... C'est intéressant comme échange, comme discussion. C'est l'appropriation de la technologie. Mais oui. S'approprier la technologie, l'adapter au contexte. Absolument. Pour innover. Bien sûr. Et c'est là le problème. C'est là qu'intervient le problème de la formation de nos ingénieurs, de nos techniciens, donc de ressources humaines. Vous voyez que si ce travail de construction des infrastructures est donné en totalité aux étrangers, les Africains ne vont pas innover. Nous serons des consommateurs de technologie, point barre. Or, l'Afrique
doit s'approprier des technologies. Et pour s'approprier ces technologies, il faut que ça rentre dans une vision stratégique des politiques. Donc, il faut une volonté politique. Il faut souligner aussi, hein, et c'est pour ça que je le dis souvent, NCA, c'est aussi montrer ce qui se fait de façon positive sur le continent. Et beaucoup de choses se font sur le continent par rapport à ce que vous dites, et même votre pays est dans une démarche au lieu d'envoyer des étudiants à l'étranger, on construit l'école ou les centres de formation à l'interne et on fait venir les ingénieurs formateurs. Ça peut être une formule, non? Je pense que sur le plan hôtelier, par exemple, votre pays est en train d'emprunter cette voie. C'est quelque chose qu'on peut multiplier aussi. C'est cette vision que le président Denis Sassou Nguesso et bien sûr un certain nombre d'acteurs aussi du développement en Afrique ont compris que envoyer les étudiants systématiquement à l'étranger, c'est bien. Ouais. Mais venir les former sur place, l'effet est plus important. Absolument. Donc, surtout qu'on n'est pas sûr qu'ils vont revenir. Et surtout, on n'est même pas sûr qu'ils vont revenir, oui. Ceux qui partent. Oui. Ils vont trouver des opportunités dans le pays d'accueil et puis finalement, ils restent. Donc, on a ce problème de fuite de cerveau. Donc, maintenant, au Congo, par exemple, on a carrément renversé la démarche en disant, ben voilà, on crée des infrastructures, on crée des instituts et on fait venir tout le savoir. Y compris celui de la diaspora, y compris des diasporas. Il n'y a pas que la diaspora congolaise, des diasporas africaines par rapport aux compétences. Eh bien, la formation se fait sur place. Donc, tout ceci se rentre, si vous voulez, dans la trajectoire du développement. Donc, une vision. Et si nos autorités politiques n'ont pas de vision, ça ne va pas. C'est pour ça que vous avez cité tout à l'heure, Richard, vous avez dit, mais il faut citer aussi le président, parce que le président de la République, parce que tout ceci, c'est grâce à sa vision. Et en Côte d'Ivoire, évidemment, le président Alassane Ouattara qui a donné une impulsion, en tout cas en ce qui concerne la politique infrastructurelle dans votre pays. Vous, encore une fois, qui êtes dans la problématique liée au PME, c'est ce qu'il faut faire. Il faut importer le savoir. Pas envoyer les nationaux hors du pays chercher le savoir, importer le savoir. Il faut importer le savoir, il faut déjà faire revenir le savoir qui est parti, mais il y a des projets qui sont en place déjà pour les personnes de la diaspora, que ce soit en termes de financement ou de compétences. Donc on fait revenir la compétence dans nos pays, mais aussi former nos jeunes et leur proposer un cadre culturel, parce que c'est la culture, un cadre culturel, une économie qui leur permet de se développer, puisque c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est les consommateurs de demain, et l'Afrique en 2050, c'est le premier marché de consommation. Donc, effectivement, la BAD accompagne, la Banque africaine de développement accompagne ces initiatives. J'ai vu récemment dans votre pays, il est en construction, c'est déjà même mis en place une sorte de zone franche numérique, une sorte de Silicon Valley. Et dans votre pays, la Côte d'Ivoire, je propose qu'on marque une coup de pause. On revient dans quelques instants pour la suite de notre émission et on parlera effectivement des grandes résolutions prises à Brazzaville par la Banque africaine de développement. On a l'impression qu'il y a avant Brazzaville et il y aura un après Brazzaville en ce qui concerne la Banque africaine de développement. En tout cas, on en parle après une coup de pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.